Bonjour Gérald Darmanin. Bonjour. Merci d'être notre invité ce matin. L'actualité de la nuit, c'est bien le vote tard hier soir qui redonne une sorte de lueur d'espoir au gouvernement. Les députés se sont mis d'accord sur un amendement dit de compromis sur la hausse de la CSG sur les revenus du capital, indispensable selon la gauche, repoussoir selon la droite. Finalement, ils ont trouvé un terrain d'entente. Est-ce que vous poussez ce matin un ouf de soulagement? Pour les Français et pour leur sécurité sociale et pour la stabilité du pays, il faut qu'on ait un budget. On sait tous que ce que nous sommes en train de faire au Parlement, ce n'est pas le budget rêvé. En tout cas, moi, ce n'est pas mon budget rêvé. Je suis pour moins de charges, moins de déficit, moins d'impôts de manière générale et la réforme des retraites. Mais il faut faire un compromis. Et je trouve que ce que fait très courageusement le Premier ministre, c'est de trouver un compromis pour la France et pour la stabilité. Est-ce que ce n'est pas un sursis finalement pour le gouvernement dans cette histoire avant la question de la réforme des retraites qui va arriver prochainement, le vote de la partie recette qui sera aujourd'hui et l'adoption définitive mardi? Vous avez raison, c'est très très difficile la situation politique dans laquelle nous sommes. Nous n'avons pas de majorité, personne n'a de majorité à l'Assemblée nationale, mais on a vu que l'instabilité politique, notamment après la chute du premier gouvernement de Sébastien Lecornu, coûtait très cher à la France. Des taux d'intérêt qui augmentaient, on paye notre dette plus cher, et puis des Français qui sont désorientés. Moi, je vois au ministère de la Justice, il y a 1000 agents pénitentiaires supplémentaires l'année prochaine pour aider dans nos prisons. Si on n'a pas de budget, on n'a pas ces 1000 agents. Je pense qu'on est d'accord On pour va dire que c'est revenir difficile, mais il faut qu'on avance. on va revenir sur le budget de l'État, mais avant ça, si aujourd'hui la partie recette elle est rejetée, ça veut dire que tout le projet de loi de finances de la sécurité sociale est rejeté. Euh, Est-ce que dans ces cas-là, Sébastien Lecornu devra démissionner? D'abord, Sébastien Lecornu, il est dans un moment où il travaille, de trouver un compromis. On ne va pas commencer à faire la politique du pire ou la politique fiction. Moi, je ne suis pas un commentateur politique. J'ai confiance dans sa capacité à recevoir et à trouver un compromis. C'est un élu local, Sébastien, et il sait très bien comment on trouve ces compromis. Encore faut-il que les gens qui sont en face de lui aient envie de ce compromis. Moi je plaiderai inlassablement pour la stabilité et pour l'union. Et je suis sûr qu'on trouvera cet après-midi et la semaine prochaine, lors du vote solennel, les moyens d'avoir une majorité. Ce n'est pas le budget rêvé. On doit faire beaucoup de choses différemment pour la France, mais on doit d'abord donner un gouvernement et une stabilité pour le pays. Vous parlez d'union, est-ce que ça commence pas par votre propre camp quand on voit par exemple que les députés du parti Horizon d'Édouard Philippe menacent aujourd'hui de voter contre ce PLFSS? En tout cas, ils disent que dans l'État, ils ne voteront pas pour. Est-ce que ce sont des traîtres selon vous? Non, mais je pense que Sébastien Lecornu, Édouard Philippe, Gabriel Attal, voilà, ils ont à la fois des ambitions, ils se connaissent très bien et ils trouveront un compromis. Ces ambitions, elles polluent ce débat? Je plaide inlassablement pour l'union. Voilà, il faut regarder les choses positivement. Sébastien tend la main, il faut qu'il la serre. En même temps, il faut comprendre ce que dit Édouard Philippe aussi. Un budget qui prévoit davantage de déficit, davantage de cotisations et qui reporte une réforme des retraites très courageuse que nous avons mis en place et qui est nécessaire pour le pays. On peut comprendre aussi qu'il se pose ces questions avec ses députés. Voilà, c'est normal dans un parlement de parlementer, mais au bout d'un moment, il faut décider et il faut soutenir le Premier ministre. Est-ce que vous êtes toujours proche d'Édouard Philippe? Est-ce que Oui, vous comprenez ce qu'il est en train de faire? moi, je suis même, je pense, un ami d'Édouard Philippe. Je le connais depuis très longtemps. Nous étions élus municipaux ensemble, alors qu'il n'était pas encore maire du Havre et je n'étais pas encore maire de Tourcoing. Je le connais depuis longtemps. Après, j'ai des divergences parfois d'opinion avec Édouard Philippe, mais c'est normal. Vous avez des divergences avec vos amis. Ça nous arrive, ouais. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une question d'autorité? C'est quelque chose dont vous parlez souvent, vous parlez d'autorité de l'État. Est-ce qu'il n'y a pas une question de l'autorité du Premier ministre qui a du mal à tenir, si ce n'est sa majorité, la minorité qui aujourd'hui le porte à l'Assemblée nationale? Je pense qu'on est à quelques encablures d'une future élection présidentielle. Et donc, ce n'est pas tout à fait anormal que des camps politiques, des parlementaires fassent de la politique. L'avantage de ce que fait le Premier ministre, c'est qu'il a oublié, lui, son ambition personnelle. Il se sacrifie un peu pour nous tous, parce que c'est très dur d'être à Matignon aujourd'hui. Et je pense que l'autorité du Premier ministre est naturelle. Tout le monde considère qu'il est très courageux de faire ça. Viendra le moment où on aura un débat présidentiel pour la suite et pour l'avenir. Les parlementaires, ils peuvent avoir peur aussi de la dissolution. C'est aussi pour ça qu'ils se disent moi, je ne vais pas prendre une position parce que je vais retourner devant mes électeurs dans quelques jours. Il n'y aura pas de dissolution s'il y a une stabilité au gouvernement. Donc, je pense qu'il faut écouter la stabilité et penser intérêt général avant intérêt partisan. Alors, on va aussi parler ce matin des prisons. Vous avez lancé il y a 10 jours un grand plan de fouille de l'ensemble des établissements pénitentiaires de France. Alors, on va parler très concrètement ce matin. Combien de fouilles ont déjà été menées et qu'est-ce que vous y avez trouvé? Alors, il y a 26 maisons d'arrêt qui ont connu déjà des fouilles jusqu'à hier soir. Par exemple, à Paris La Santé, hier soir, on trouvait plus de 400 téléphones, plus de 600 objets interdits. Ça peut être des couteaux, ça peut être des AirPods, ça peut être
J'y ai trouvé même, en allant à Nanterre, des lunettes connectées, De la drogue aussi? et plusieurs kilos de drogue, et notamment singulièrement du cannabis. Voilà, moi j'ai dit que j'étais tout à fait, comme tous les Français, scandalisé de ce qui se passait Ça veut dire quoi dans que les nos prisons aujourd'hui, ce sont des passoires dans lesquelles on fait rentrer, sortir n'importe quoi? Oui, c'est vrai. C'est pour ça d'ailleurs que je change radicalement la façon dont les prisons sont organisées. D'abord en faisant des prisons de haute sécurité. En 6 mois, nous les avons faites, construites, aménagées. Là, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de clé USB et surtout, on y a mis les personnes les plus dangereuses. Et maintenant, on s'occupe de toutes les autres prisons, les maisons d'arrêt, à la fois en les sécurisant. Il faut qu'on change totalement la façon dont on fait l'architecture d'une prison. Parce que quand on les a inventées il y a plus de 150 ans, parfois certaines, on n'a pas pensé aux drones, on n'a pas pensé au téléphone portable. Et puis en remettant de la sécurité et de l'autorité dans ces prisons, en y remettant des effectifs, parce qu'il manque des agents pénitentiaires, en luttant contre la surpopulation carcérale, parce qu'il y a trop de prisonniers dans ces prisons, mais aussi en remettant les fouilles au parloir, en faisant venir des chiens anti-stupes, en faisant des fouilles systématiques. Et donc, nous allons changer, nous changeons la façon dont on gère les prisons en France. Mais quand on voit qu'il y a eu aussi cette double évasion pendant une permission, certes à la prison de Dijon, il y a eu aussi d'autres évasions. On se demande, on se dit qu'il y a quand même un sous-investissement dans la justice. On sait que ça a été augmenté ces dernières années, mais qu'a fait l'État ces dernières années avant cela? Alors, je pense que depuis 40 ans, nous sous-investissons totalement dans la justice. Nous avons 4 fois moins de magistrats que les autres, 4 fois moins de magistrats qu'en Allemagne, par exemple. On a 3 fois moins d'agents qui s'occupent de la jeunesse de nos enfants qui sont en difficulté que les autres pays qui nous entourent. Et on a effectivement 4000 agents pénitentiaires qui nous manquent dans nos prisons. Éric Dupond-Moretti, quand il était ministre de la Justice, il a obtenu un budget très important. Et ce budget très important obtenu par mon prédécesseur, moi je le maintiens, et je remercie le Premier ministre et le Président de la République, puisqu'avec les armées, c'est le seul qui ne baisse pas et qui augmente. Mais nous devons continuer à augmenter ce budget. Cependant, le budget ne fait pas tout. Il y a aussi une politique que l'on veut insuffler, et on ne peut pas laisser les téléphones portables dans les prisons. C'est inacceptable Bien sûr. pour la Mais société et pour les victimes. sur les questions budgétaires, vous avez été vous-même ministre du budget entre 2017 et 2020. J'ai regardé les chiffres sur cette période-là, sur ces 3 ans, seulement 700 millions d'euros supplémentaires. Est-ce que vous dites aujourd'hui que quelque part vous aviez une part de responsabilité? On a tous une part de responsabilité. Moi, je suis un jeune ministre, mais vous avez parfaitement raison. Il faut regarder l'avenir. Après 700 millions, si je regarde les choses, pour sécuriser une prison totalement, il faut 5 millions d'euros. Là, avec 30 millions d'euros, je sécurise les 6 prisons, dont Dijon, qui connaissent le plus de difficultés. Il ne faut pas reconstruire des prisons forcément. Oui, il faut en construire, mais ce qu'il faut surtout, c'est les sécuriser, mettre des caillebotis aux fenêtres pour pas que les drones rentrent dans les cellules. Il faut évidemment mettre plus d'effectifs pour qu'ils puissent faire des contrôles. Il faut des chiens anti-stupes, parce qu'on n'a pas ça forcément, on n'en a pas beaucoup dans les prisons françaises. Au parloir, il faut faire des contrôles. Et lorsque vous remettez ces contrôles, vous remettez de l'ordre. Moi, je suis toujours élu local. J'ai reçu, il y a quelques semaines, une dame qui avait été violentée très fortement par son mari et qui, de sa prison, cet ex-mari appelait avec un téléphone portable pour la harceler alors qu'elle avait obtenu sa condamnation. Elle me dit, mais monsieur le maire, elle m'appelle encore monsieur le maire à Tourcoing, comment c'est justifiable ça? Je me suis trouvé honteux devant cette dame. Et c'est pour ça que c'est bien sûr une lutte contre le narcotrafic ou le terrorisme, mais c'est aussi une lutte contre l'insécurité du quotidien. Merci beaucoup Gérald Darmanin d'avoir été notre invité ce matin. Bonne journée à vous. Merci à vous. Bonne journée à tous et tout de suite la suite de votre Télématin.